dimanche. Péché d'intolérance au pays du miracle économique. Ce dimanche 3 octobre, l'Allemagne fête le 3e anniversaire de la réunification. Un anniversaire douloureux pour les travailleurs immigrés turcs, cible préférée des attentats xénophobes depuis la chute du mur. Avec Théma, reportages et débats sur la plus grande minorité du pays. Puis, constats sans concession sur les difficultés d'intégration. C'est 40 mètres carrés d'Allemagne, un film turc sur la condition des femmes immigrées. Turcs et Allemands, votre Théma, dimanche toute la soirée sur Arte. Vendredi, Transit et Macadam. Du séparatisme flamand aux eurocrates bruxellois, aujourd'hui Transit part à la découverte du plus européen des pays de la CEE, la Belgique. Transit, le magazine hebdomadaire d'Arte. Musiciens passionnés, solistes de jazz, ils se retrouvent depuis 20 ans pour jouer ensemble sous le nom de United Jazz and Rock Ensemble. Leur dernière tournée est dans Macadam. Avocat en colère et écrivain à succès, Andrew Vax défend aux États-Unis les enfants victimes de mauvais traitements. Pour sensibiliser l'opinion, il en tire des romans. Réception, voiture de rêve et onéreux caprices, c'est la famille Tramazur pendant les années folles et c'est Monsieur Tramazur lui-même qui a tout filmé. Un document de la série inédit. United Arts and Events of Arte. Sur Arte, l'heure, c'est l'heure. Quand il est 20h30 sur les bords de la Marne, les amoureux s'enlacent. Et il est la même heure, Piazza del Popolo. À Saint-Pétersbourg, les poupées russes cherchent le sommeil. Il est 22h30. Sur Arte, l'heure, c'est l'heure. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est en terrain neutre, sous les auspices de l'Église orthodoxe, qu'a débuté aujourd'hui une véritable partie de poker entre le gouvernement russe et les députés conservateurs. Mais toute l'onction du patriarche de toutes les Russies, Alexis II, n'y a rien fait. Ce soir, les négociateurs se sont séparés sans résultat. Les discussions doivent reprendre samedi, mais pour l'instant, elles butent sur l'intransigeance des deux parties. Pomme de discorde, le désarmement des défenseurs du Parlement. La nuit dernière, un accord avait bien été signé pour une levée par étape du blocus du Parlement, mais malgré le rétablissement de l'eau et de l'électricité, les troupes qui défendent la Maison-Blanche ont refusé de rendre leurs fusils. À l'intérieur du bâtiment, le général Routskoï campe sur ses positions. Le blocus doit d'abord être levé, pas question de désarmer avant. C'est pourtant la condition sine qua non posée par Boris Yeltsin pour toute négociation. Dans une interview à la télévision russe, le président a mis en garde aujourd'hui, le moindre coup de feu, même accidentel, serait interprété comme une provocation et pourrait conduire à un bain de sang. Selon le Kremlin, une majorité de députés sont prêts à trouver une solution raisonnable, mais ils sont terrorisés par une poignée de dirigeants extrémistes. Si l'on en croit la police de Moscou,
il y aurait dans la Maison Blanche plus de 1600 fusils mitrailleurs, 2000 pistolets et des lance-grenades, le tout servi par 1 millier de militaires aguerris. Cela fait maintenant 10 jours que dure le blocus du Parlement qui semble devoir s'éterniser. C'est le temps des comptes. Les Croates de Bosnie ont présenté aux musulmans la facture que leur vaut leur refus du plan de paix. Comme l'avaient fait les Serbes hier, à leur tour, les Croates menacent d'annuler purement et simplement toutes leurs concessions territoriales, notamment l'accès à la côte adriatique. Ils posent un ultimatum aux musulmans. Ces derniers ont jusqu'au 15 octobre pour accepter le plan de paix. Frustration aussi à Genève pour les médiateurs Owen et Stoltenberg. Pour l'instant, il n'est pas question de nouvelles négociations. Un nouveau pas en arrière, le compromis de paix s'éloigne. Conséquence désastreuse de 18 mois de guerre. Selon Sarajevo, le conflit en Bosnie aurait fait 141 000 morts et plus de 150 000 blessés. Le nettoyage ethnique se poursuit. La moitié de la population musulmane fuit les combats. 500 000 se sont réfugiés dans les zones contrôlées par les musulmans. Les 500 000 autres ont gagné l'étranger. Toujours pas de bilan définitif du séisme en Inde. Les sources sont discordantes, de 8 000 à 28 000 morts. Pour l'heure, il faut éviter une seconde catastrophe, les épidémies. D'énormes bûchers ont été érigés pour brûler les corps. Plusieurs milliers de soldats ont été mobilisés pour venir contribuer à secourir les blessés des décombres. 2 morts et près de 2000 sinistrés dans le sud-est de la France. Des pluies torrentielles se sont abattues la nuit dernière sur la Drôme et le Vaucluse pour la 3e fois en un an. Particulièrement touchée, la ville de Bolène dans le Vaucluse. Le niveau des eaux atteignait par endroits 2 mètres. 600 millions de dollars, le montant des crédits promis au titre de l'aide à l'autonomie palestinienne pour 1994. C'est ce que viennent d'accorder à Washington les 38 pays réunis sous l'égide de la Banque mondiale. Des crédits qui s'élèveront pour les 5 années à venir à 2 milliards de dollars. Pour Warren Christopher, un succès. Relève de la garde à la Bundesbank la toute-puissante gardienne du Deutschmark. Hans Stittmayer, jusqu'ici vice-président de la Bouba, succède à Helmut Schlesinger, dont il était déjà le bras droit. Passation de pouvoir solennelle, le gratin de la politique et de la finance s'était déplacé à Francfort pour l'occasion. Changement de tête, mais la doctrine reste la même. Une politique monétaire rigide pour défendre la sacro-sainte stabilité du mark. Il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de prospérité économique durable ni de stabilité politique sans une monnaie forte. C'est aussi ma conviction personnelle. Une politique de taux d'intérêt élevé qui a toujours valu de vives critiques de l'étranger contre la Bundesbank. La Banque centrale a été jugée responsable de la crise du SME en août dernier. Pour Francfort, il faut financer la réunification allemande et donc maîtriser l'inflation. Une attitude qui a créé des tensions dans le couple franco-allemand. Ce n'est pas avec Stittmayer que Paris peut espérer rapidement une baisse des taux. Le Hainaut, première province agricole de Belgique, nous sommes à Ham-sur-Eure. Depuis plus de 12 mois ici, on vit au rythme des derniers accords ou des dernières disputes entre Européens et Américains sur les questions agricoles. Dans cette ferme, on produit du blé, des pommes de terre, de la betterave. Il a fallu investir pour les machines d'arrachage, les tapis roulants et les hangars. Coût estimé, plus de 10 000 francs français l'hectare. Seule solution, le regroupement. Il y a 22 ans, 3 fermiers ont lié leurs terres pour obtenir les 450 hectares d'aujourd'hui. Grâce à cette association, Robert, Benoît, Charles rentabilisent les primes et subventions de la communauté européenne. Cet argent peut représenter jusqu'à 30% de leurs revenus. Mais la répartition des sommes varie selon des critères que contestent ces agriculteurs. C'est la beauté du métier, c'est de s'adapter au jour le jour à la nature. Mais s'adapter à des hommes qui ont des intérêts cachés, c'est dur. Robert Prévost et sa famille ont investi dans l'informatique, indispensable pour gérer au mieux les subtiles réglementations européennes. Car la rentabilité d'une culture varie aussi selon les primes accordées. L'agriculteur gestionnaire est né. Il faut faire ce qui rapporte et justement peut-être
Quand on a mis des informations dans l'ordinateur, c'est lui qui nous démontre que ça ne rapporte pas. Alors je crois qu'il faut faire quelquefois de la chirurgie et éliminer les cultures qui ne rapportent pas. Les Prévost sont agriculteurs depuis 3 générations, une passion partagée par Sylvie, la femme de Robert. Je trouve qu'il n'y a rien de plus malheureux que ces terres qui sont en friche, qui sont en jachère, qui sont abandonnées. C'est très laid, c'est malheureux. 15% des terres devront être mises en friche d'ici la fin du siècle. C'est ce qu'ont décidé les Européens. C'est le prix à payer pour les gigantesques progrès des rendements de la terre. Les batailles pour le maintien des prix et de la production s'annoncent difficiles. Polar, vidéoclip, film musical et histoire d'amour à la fois, El Mariachi échauffe les esprits. Dans un patelin américain, un guitariste mexicain est confondu avec un tueur à gages. Produit avec un petit budget, 7 000 $, El Mariachi a pourtant séduit Hollywood. Un premier film du réalisateur hispano-américain Robert Rodriguez qui relance le débat. La réussite ne se mesure pas forcément au volume des millions engloutis. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent quand on utilise davantage son imagination pour faire un film. Je suis convaincu qu'un bon film, une bonne histoire, ne nécessite pas une grande quantité de moyens. En fait, moins vous avez d'argent, plus vous devez être créatif et aussi vous faites un meilleur film. Pour son prochain film, Rodriguez, l'autodidacte, va recevoir 5 millions de $ de la Columbia. Il sera attendu au tournant, à lui, de prouver que Mariachi n'était pas réussi par hasard, mais qu'il était dû à son génie. Pour l'instant, ce petit film, à l'affiche de nombreux cinémas d'Hollywood, fait de l'ombre aux méga-productions comme Jurassic Park. Bonsoir et bienvenue à Bruxelles. Avant de commencer cette émission, je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer ce magasin qui se trouve, la devanture de ce magasin qui se trouve en face du journal Le Soir. C'est le symbole véritablement fort de la présence dans cette ville de l'art nouveau à Bruxelles. Alors après Moscou, après Paris, après Madrid, Bruxelles est en effet la 4e étape de cette grande tournée dans les grandes villes européennes que nous avons entreprise avant les vacances. Alors, pourquoi Bruxelles alors qu'aucune actualité brûlante ne nous y contraint? Eh bien, tout simplement parce que la Belgique a rejoint Arte depuis peu et que c'est notre manière à nous de les accueillir chez nous en nous installant chez eux. Et puis ensuite parce que Strasbourg, avec Bruxelles, est la capitale de l'Europe et qu'une chaîne européenne comme Arte se devait un jour ou l'autre de rendre à Bruxelles cet hommage. Cette émission a d'ailleurs été préparée avec nos amis de la RTBF. Mais c'est dans la salle de rédaction du grand quotidien bruxellois Le Soir que nous avons choisi de nous installer. Avec ses 120 journalistes et ses 150 000 exemplaires vendus chaque jour, Le Soir est en effet l'un des grands organes d'information de ce pays. Annie-Claude Elkaïm, Hélène Rizacher et Jean-François Renoux se sont installés une semaine durant dans cette rédaction. C'était la semaine dernière. Ils ont suivi au jour le jour l'actualité traitée dans le journal et ont tourné pour vous un reportage différent chaque jour. C'est leur travail, ainsi que celui de toute l'équipe de Transit, que nous allons vous présenter ce soir et qui sera commenté en plateau par nos invités. Alors du dimanche 19 au dimanche...
Si, seulement une. Bon. Mais t'es mal chaussé. Avec ça, t'as pas ton équilibre. Il te faudra des bottes. Tiens bon la rampe, petit. Figurez-vous que toutes les nuits, il y a quelqu'un qui vient au manège caracoler avec un cheval. Il paraît qu'on a entendu nettement le bruit des sabots. Le chef veut lui tendre un piège. Y a rien, tu peux y aller. On a regardé partout. En tout cas, c'est pas pour ce soir. Seigneur Jésus, ça devrait te suffire d'avoir les jambes en compote pourtant. Mais non, tu cherches à te rompre le coup par-dessus le marché. Oh, je vous en prie, dites rien à mes parents, je vais leur faire la surprise. C'est un secret jusqu'à dimanche. Je sais pas. Je sais pas si je pourrais me taire jusque-là. Oh,